Bernard Arnault, le PDG de LVMH, la marque qui habille Brigitte Macron, possède Les Échos et Le Parisien. Pierre Berger est un des premiers mécènes du candidat Macron, partagé avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, le quotidien Le Monde, après une vente organisée par le banquier d'affaires Emmanuel Macron. Patrick Drahi, dont le banquier Bernard Mourad est un proche d'Emmanuel Macron, a quant à lui racheté au fur et à mesure RMC, BFM, L'Express et Libération. Ils ont leurs médias. Alors soutenez le vôtre, soutenez TV Liberté. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur une économie patrimoniale, oserais-je dire de père de famille. Nous allons revenir sur l'épargne, nous allons revenir sur les placements, dans un contexte que mon invité avait qualifié au micro de stress. Il y a un stress économique actuellement, mais peut-être va-t-il contribuer à nous retirer ce stress. C'est Éric Doutrebente, président de la financière Tiepolo. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et en votre compagnie, donc, nous allons essayer de voir si, aujourd'hui encore, on peut faire des placements raisonnables, si l'on peut faire une épargne. J'ai cité père de famille. Je pense que l'appellation est toujours valable, quoique le capitalisme, avec la mondialisation, soit en train de changer de nature. Mais on en reparlera peut-être. En tout cas, j'aimerais vous poser une première question, puisque depuis notre dernière émission, il s'est passé quand même des choses sur les marchés, et notamment le marché boursier. Lorsque je vous avais reçu, nous avions traversé une période de baisse. Et depuis, il y a une reprise. Et puis, il y a eu une petite alerte là, sur le mois de mai-juin. Alors, où en sommes-nous sur les marchés et notamment, évidemment, ce qui favorise ces marchés, les taux d'intérêt. Alors, on est dans une période toujours intéressante. Il n'y a pas de période qui sont tranquilles sur les marchés. Il y a toujours des périodes où il y a des mouvements, des acheteurs, des vendeurs, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des aspects macroéconomiques, des aspects microéconomiques. Et des aspects psychologiques. Des aspects psychologiques. Donc les marchés financiers, il faut toujours le regarder sur longue période. C'est vraiment important. Et donc il ne faut pas s'amuser à épargner sur de court terme. Ou alors quand vous avez épargné sur de court terme, aujourd'hui, à la limite, vous perdez de l'argent quand les taux d'intérêt sont négatifs. Négatif, oui. Mais c'est important, c'est de regarder le long terme. Et on s'aperçoit que depuis la dernière émission du mois de décembre, les marchés qui devaient continuer de s'effondrer, puisque c'était vraiment, on regardait, il suffit de regarder la télévision, ou écouter la radio, ou regarder les manchettes des journaux, c'était la fin des temps, comme d'habitude. En fait, au mois de décembre, il y a eu pas mal de stress sur les marchés, essentiellement liés à quelques points non négligeables. Le risque de guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est vraiment un point important. L'histoire du Brexit, qui est une histoire qui dure depuis très longtemps. Des projets de récession, puisqu'on n'est plus dans un ralentissement. Il y a des gens qui ont le spectre de la récession. Donc tout ça a stressé les marchés. Il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Voilà. Et comme par hasard, depuis 6 mois, eh bien, les marchés ont remonté alors que beaucoup étaient très négatifs. Alors, il y a un élément très important, ce sont les taux d'intérêt. Oui, justement. Alors, vous allez nous en parler, mais moi, j'ai envie de vous répondre, mais oui, mais si le marché est reparti à partir de décembre, janvier, c'est essentiellement parce que tout le monde a été rassuré quant à la politique des banques centrales et sur les taux d'intérêt. C'est un des éléments, c'est un élément non négligeable puisque les taux d'intérêt sont bas depuis longtemps.
Il faut bien voir qu'il y a une détente des taux d'intérêt depuis plusieurs mois. Et donc, ça déstresse un peu les investisseurs. Mais c'est une multiplication de faits, de conjonction de faits qui permet à un marché de monter ou de baisser. Sachant que les taux d'intérêt, on peut le voir, regardez ça sur 5 ans, regardez l'évolution des taux d'intérêt. On voit aussi bien sur le marché américain que sur le marché allemand ou que sur le marché français. On voit très bien que les obligations d'État à 10 ans, vous voyez qu'elles ont beaucoup baissé. Et aujourd'hui, on a des obligations allemandes qui sont avec des taux négatifs. Donc ce point-là est important de voir. Donc à court terme, c'est un élément important, mais sur le long terme, on s'aperçoit aussi que sur des obligations d'État depuis 1960, regardez ces courbes. Quand vous regardez cette courbe, vous voyez très bien un effondrement assez important, surtout depuis des années 80 où il y avait un stress sur les taux d'intérêt, mais il faut toujours relier les taux d'intérêt avec l'inflation. Et vous voyez très bien cette pointe importante dans les années 80 et cette baisse. Alors ça ne descend pas en droite ligne, il y a toujours des paliers. Il y avait toujours des... Et la difficulté, c'est que depuis plusieurs années, beaucoup de gens prédisent une hausse des taux d'intérêt. Oui. Et cette hausse de taux d'intérêt ne vient pas. Alors on est quand même redoublé sur le plus bas, sur le marché américain, puis on a rebaissé à nouveau. Donc il y a des mouvements non négligeables sur les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, ce qui guide le marché à court terme, c'est les baisses ou les hausses ou les statu quo des taux d'intérêt, par exemple, sur le marché américain. Donc aujourd'hui, les gens pensent que les taux d'intérêt vont baisser sur le marché américain parce qu'il y a toujours plein de bonnes raisons. Souvent, c'est des bonnes raisons qu'on donne après, mais en anticipant, c'est pas toujours ce qu'on l'en fait. Donc, il y a un ralentissement des mises en chantier, il peut y avoir un ralentissement de la création d'emplois. Donc, tous ces éléments-là macroéconomiques qui vous passionnent, moi, je suis plutôt à m'intéresser aux sociétés. Je suis Macron, vous êtes Migros. Mais on est toujours obligé pour résumer cela. On est toujours obligé de s'en tenir compte. Donald Trump vient de tenser sévèrement quand même M. Powell, qu'il avait contribué à nommer à la tête de la Fed, la Réserve fédérale américaine, en lui disant que vraiment, il ne fait pas assez de quantitative easing et il faudrait que les taux continuent de baisser. Donc, il y a quand même... Écoutez, tout ça, ça dépend de l'humeur des uns et des autres, des anticipations de croissance économique, ralentissement. Il y a aussi des éléments exogènes qui sont quand même non négligeables, parce que cette guerre commerciale, elle est quand même un élément factuel qui fait qu'il y a des points de le conflit chinois-États-Unis. Alors, justement, c'est un motif d'inquiétude. Ce qu'il faut, c'est regarder quelles sont les conséquences par rapport aux sociétés dans lesquelles on investit. Je rappelle que la financière Tipolo, on fait de la gestion privée, on fait donc la partie conseil aux clients, et pas conseil, on fait ça sous forme de mandat de gestion. Oui, donc on est responsable et coupable de ce que l'on réalise pour les clients. Et en ayant bien évidemment appréhendé la situation du client avant de l'investir. Et puis il y a une autre partie qui est très importante, qui est la gestion financière. Donc là, on est en train de plutôt parler de la gestion financière aujourd'hui. Et cette gestion financière, on essaye de la faire dans une vision longue et dans une vision de long terme. Mais l'enchérissement des prix liés aux taxes douanières de part et d'autre devrait quand même modifier la stratégie des groupes industriels. Ça dépend des secteurs d'activité. Donc il faut après regarder les sociétés. Par exemple, un secteur qui a beaucoup été perturbé depuis maintenant juillet dernier, c'est le secteur automobile et aussi les secteurs des équipementiers automobiles. Oui, en effet. Donc là, il y a des baisses non négligeables. C'est rajouté à cela, donc il y a les histoires de guerre commerciale, il y a aussi les histoires maintenant du diesel. Oui. Donc il y a toujours plein. Et en fait, on s'aperçoit aussi que c'est un secteur qui a été, puisque le secteur automobile, surtout des équipementiers automobiles, qui ont fait un énorme travail de fond au niveau de l'augmentation de la productivité, au niveau de l'adéquation entre l'offre et la demande. C'est vraiment un secteur qui avait beaucoup fait d'efforts. Eh bien, d'un seul coup, vous savez, c'est assez binaire. Les gens soit ils adorent, soit ils haïssent. Soit ils détestent. Et donc, bon, c'est un secteur compliqué depuis maintenant, comme je disais, juillet dernier. Mais les sociétés, il y a des sociétés qui ont baissé de 40-50% sur le plus haut, alors qu'ils vont avoir des résultats en croissance cette année. On en reparlera tout à l'heure. Vous le pensez. Donc il y a aussi d'autres secteurs comme le luxe qui étaient un peu attaqués l'année dernière, en effet, puisque LVMH a perdu rapidement 30%, et on s'aperçoit qu'on est remonté sur les plus hauts, dépassant les plus hauts. Donc il faut
vraiment s'occuper de la microéconomie. Et moi, c'est notre tasse de thé. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la mienne étant un peu la macroéconomie, mais je comprends très bien qu'on puisse, en effet, ne considérer que les entreprises, parce que la macroéconomie, c'est souvent un discours tellement général qu'il n'arrive plus à appréhender la réalité. Cela étant, dans l'affaire du conflit chinois-américain, cette guerre douanière a quand même des échos, nous fait penser un petit peu aux années 30. Là, encore une fois, les marchés n'étaient pas du tout les mêmes. C'est vrai. La population mondiale n'était pas à ce niveau-là. La richesse mondiale n'était pas du tout. Donc je pense qu'il faut toujours faire attention de faire des comparaisons sur le plan économique. On a quand même connu, si vous voulez, une période très libre-échangiste. Oui, moi je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que la dette américaine est détenue fortement par les Chinois. Oui. Donc ça, c'est un point important. Donc on sait très bien que Donald Trump, il est obligé de tenir compte de cela, parce que les Chinois n'ont aucun intérêt à se retirer totalement de la dette. Alors même si on nous dit depuis quelque temps qu'ils arrêtent d'acheter... Ils ont arrêté d'acheter, ça. Voilà. C'est avéré. Mais après, ils vont arrêter d'acheter pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis après, ils peuvent, eux, arrêter d'acheter, et puis avoir d'autres fonds qui sont en partie détenus par eux sur d'autres zones. Donc vous savez, c'est très compliqué. Il y a aussi beaucoup de gens qui doutent des chiffres chinois et de croissance chinoise. Donc il semble que quand même les chiffres viennent d'en bas avec des régions qui transmettent ces chiffres-là au gouvernement central. Une région, est-ce qu'elle a envie... Alors on a toujours un petit côté manichéen chez nous. On considère que les régions mentent pour donner des prix, des chiffres plus élevés pour être reconnus par le pouvoir. Le centre. C'est pas un côté manichéen, c'est un côté jacobin. Oui, moi je trouve que ce qui est important, Seul le centre et le sommet disent la vérité. Ouais. Ce qui serait bien, c'est quand même se rendre compte que la croissance en Chine, elle est supérieure à la croissance européenne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, au lieu de toujours regarder ce qui étonne et qu'on critique chez le voisin, le plus important, c'est de travailler et d'arriver à plutôt baisser le chômage en France et faire d'autres... C'est vrai. Et de mieux former les gens. Cependant, sur la dette américaine, sur le financement des obligations américaines par les Chinois, il y a quand même un coup d'arrêt, puisque justement, Trump, lorsque tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il tense la Réserve fédérale d'augmenter la fourniture de liquidités, c'est parce que justement, la Chine semble vouloir ne plus financer le déficit américain. Je pense que c'est toujours très complexe, ces éléments-là. Après, il y a aussi les pays arabes qui sont quand même avec pas mal de réserves, du Proche-Orient avec pas mal de réserves monétaires. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont déjà en train de se retirer? Il semble qu'ils aient quelques doutes sur l'euro, puisqu'on leur dit que l'Europe ça va devenir une catastrophe. Donc ça dépend des lunettes, la couleur des verres que vous mettez sur vos lunettes. Donc il y a des espèces de transferts entre les taux d'intérêt, les monnaies et puis les actifs. Et je crois qu'il faut toujours regarder sur une longue période. C'est comme ça qu'on arrive à mieux gérer les épargnants qui nous font confiance. Avant de faire une pause, j'aimerais quand même vous poser une autre question. C'est que vous avez été tourné vers des valeurs moyennes, toujours. Ces valeurs n'ont pas été très performantes ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc vous avez fait des choix stratégiques qui se sont avérés peut-être erronés. Alors avant d'évoquer ce sujet-là sur les valeurs moyennes, je reviens simplement sur la Chine. Oui. Regardez cette courbe sur le marché chinois sur longue période. Vous verrez très bien qu'elle est assez heurtée. Mais c'est intéressant de regarder aussi la courbe du marché chinois. On n'a pas souvent ça en tête. Donc voilà. Ça, c'est pour terminer sur le marché chinois. Nos téléspectateurs voilà. Et ça, on peut regarder voir ça sur la courbe en question. Aussi bien sur 10 ans que sur 20 ans, ça permet toujours de donner des éléments. Les valeurs moyennes. Alors, les valeurs moyennes, d'abord, c'est sur longue période, les valeurs moyennes surperforment les grandes valeurs. Donc, c'est historique. Et pourquoi? Parce qu'une valeur moyenne, c'est une société, d'abord, qui est nettement plus petite. Oui, bien sûr. Oui. Petite, plus agile, c'est un terme à la mode. Sont des sociétés familiales,
Donc, nous, dans nos portefeuilles, on a entre 60 et 70% de valeurs familiales. Donc, c'est vraiment un axe d'investissement. Et c'est souvent les valeurs moyennes qui sont le reflet. Ils acceptent d'être cotés parce qu'il y a... Bien sûr. Alors, il y a des grandes valeurs dites familiales qui sont des leaders. LVMH, c'est une valeur familiale. L'Oréal, c'est une valeur familiale. Oui, d'accord. Mais donc, par exemple... Et après, vous avez Somfy qui fait une valeur familiale. Mais on reparlera de ces sujets de détails. Oui. Ce qui est important, c'est... Pourquoi les valeurs moyennes ont baissé? D'abord, il y a eu des flux acheteurs très importants depuis plusieurs années. Et comme le marché s'est un peu retourné, les gens recherchent la liquidité. Et donc, c'est sûr qu'on peut vendre très facilement des dizaines de millions d'euros de L'Oréal, de vendre de temps en temps 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros sur une valeur moyenne, ça devient compliqué. Sauf que souvent, ce sont des valeurs de marché de bloc. Donc il faut faire attention entre les... Qu'entendez-vous par marché de bloc? C'est-à-dire que vous voyez sur les écrans, vous voyez qu'il y a eu 3500 titres échangés et en fin de compte, ils s'en ont échangé 5000 en plus sur une autre plateforme et donc il faut arriver à connaître. Donc ça, c'est des aspects de spécialistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de gérer soi-même son portefeuille est nettement plus compliqué qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans parce qu'il y a des aspects techniques et puis... Donc il faut faire confiance il faut avoir de la gestion sous mandat. Voilà. Il faut venir nous voir. À la financière Tiepolo. Nous allons faire une pause et nous allons continuer d'explorer cette planète non stressée, cette planète de l'épargne, cette planète des placements judicieux et qui s'inscrivent un petit peu à rebours de la grande tendance macroéconomique pessimiste. Chers téléspectateurs, avec Éric d'Outrebente, président de la financière Tiepolo, dont le métier est... Quel est votre métier au fond? C'est gérer des portefeuilles sous mandat. Donc on a une très bonne connaissance du client puisque avant d'investir, qui est-il, qu'a-t-il, qu'aura-t-il, que veut-il faire, quelle est sa capacité d'épargne, quels sont ses endettements, quels sont ses besoins à long terme, quels sont ses compléments de revenus pour la retraite, quelles sont ses envies d'achat immobilier, de valeur mobilière. Donc voilà, on connaît bien le client et après on détermine aussi avec lui son risque, sa capacité de risque de baisse, parce que c'est quand même toujours ça qui est un peu anxiogène, on ne regarde pas ce qui monte, on regarde toujours ce qui ne va pas bien. Donc quel est le risque de baisse et quelle est la volatilité que le client est prêt à... Et après, on fait ce travail de mettre le client soit sur des opérations, donc des fonds à court terme. Généralement, il garde dans sa banque de l'argent sur ses PEL, ses livrets A, ses LDD, ou sur des assurances-vie qu'il a sans risque. Et après, nous gérons la partie... donc on conseille surtout, mais on gère sur la partie moyenne et longue. Oui, parce que c'est sur longue période et c'est en risquant, en achetant des titres, donc des sociétés de très bonne qualité, que l'on s'enrichit. Alors justement, tout à l'heure nous disions que les valeurs moyennes n'avaient pas été très performantes mais en revanche, les classes d'actifs sont performantes dans le long terme. Oui, alors ça c'est intéressant parce que on connaît l'adage, tant qu'on n'a pas sorti, on n'a pas perdu. Hein, donc, et il paraît qu'il faut être patient. Mais est-ce que tout le monde a cette patience? Tous vos clients ont-ils cette patience? Par exemple, les PEA. Alors, c'est un exemple. Donc, vous avez une courbe là concernant un PEA. Oui, un PEA. Ce PEA, donc, ça portait un PEA que je gère depuis plus de 20 ans. Attention, je rappelle que c'est un PEA, c'est pas une moyenne des PEA, c'est un PEA, c'est pas le meilleur, PEA. C'est pas le pire, mais ça donne un bon reflet sur longue période. D'abord de la volatilité, du risque, puisque vous voyez qu'il y a des variations négligeables, et après on compare avec différentes classes d'actifs. Alors classe d'actifs ou aussi référence. Important, c'est de ne pas mélanger le CAC 40
que l'on a, vous voyez dans le bas de la courbe, le CAC 40 sans les dividendes avec le CAC 40 avec les dividendes. Oui. Nous avions fait cette distinction là dernière. Important de le rappeler. Oui. Et après, il suffit de regarder le contrat en euros sur longue période, donc c'est une ligne toute droite évidemment, mais le taux d'intérêt lui baisse, puisque ces contrats en euros dans les années 90, ils rapportaient 7, 8, 9, 10%. Mais attention, il y avait aussi l'inflation. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, ils rapportent entre 1,5 et 2%, grosso modo. Donc ça, c'est une ligne continue. Après, il y a l'immobilier. Oui. Alors l'immobilier, donc là, c'est un graphe, donc c'est une courbe qui vient de la Chambre des notaires, donc c'est de l'appartement dans le 7e. Ça pourrait être notre référence, parce que j'ai pris celle-là. Oui. Attention, il n'y a pas les loyers, mais quand vous regardez sur longue période, les loyers faibles, fiscalité élevée, possibilité d'embêtement non négligeable par rapport aux locataires, au ravalement, au renouvellement et aux travaux entre différents locataires, plus les aspects de successoraux, puisque aujourd'hui, toute la partie foncière, donc l'immobilier, est très fiscalisée. Après, dans un patrimoine, évidemment, il faut avoir de l'immobilier. Quand on a une famille, il faut avoir de l'immobilier. Quand on est jeune, il faut s'endetter au maximum pour acheter de l'immobilier. C'est aussi une protection de son épouse si elle ne travaille pas ou si elle a des revenus inférieurs. Donc l'immobilier reste vraiment un actif non négligeable que tous nos clients ont en règle générale. Mais les performances ne sont pas... Mais les performances, elles ne sont pas si extraordinaires que ça. Alors pourquoi est-ce que M. Macron a chargé encore plus l'immobilier ? Parce que M. Macron, il est dans cette vision il faut taxer là où il y a de l'argent. Donc c'est... Oui, mais il a libéré l'impôt sur la fortune. Oui, ça c'est une bonne chose, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Tout le monde ne le pense pas ainsi. Il y a d'autres sujets où ça ne s'est pas arrangé. Alors un PEA, ça c'est l'immobilier. Donc un PEA, c'est une enveloppe fiscale, mais on pourrait avoir une courbe sur un compte ordinaire, mais lui, il y a de la fiscalisation. Donc là, les intérêts sont à l'intérieur, les frais de gestion ont été pris à l'intérieur, et ça pourrait très bien être un contrat d'assurance vie géré en action long terme. Donc c'est le reflet d'une courbe. On voit très bien qu'il y a une énorme différence entre le CAC 40 et une gestion active, pas dans le sens où on tourne, parce qu'on tourne très peu, on a très peu de taux de rotation, on fait de l'investissement long terme sur des actions, et dans ce PEA-là, vous avez des titres qui sont là depuis 15 ans. Ah oui. Et parce que ce sont des sociétés très bien gérées, et qui ont souvent une vision internationale. Et j'invite nos téléspectateurs à bien regarder les courbes, parce qu'en effet, c'est assez parlant. Voilà, mais alors attention aussi, il faut toujours rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et c'est très important de faire attention, on est sur un marché action. Alors dans ce graphe-là, donc ces courbes-là, vous avez aussi l'or. Oui, alors justement, on y vient. Alors, parce qu'aujourd'hui, on fantasme beaucoup sur l'or. Bon, l'once d'or a été la semaine dernière à 13 340 on est revenu sur les plus hauts depuis plusieurs années. Mais on n'est pas au plus haut historique. Non. Donc, alors l'or... 1340 $, l'or, c'est quand même... L'once d'or, c'est pas mal, non ? C'est pas mal, sauf que le plus haut de mémoire... stress, direz-vous. Le plus haut était en 2012. Oui. Donc, on était à plus de 1750. Donc, regardez ce qui s'est passé depuis sur cette période-là. Oui. Donc, aujourd'hui, pourquoi l'or... puis, il y a des articles tout le temps dans la presse maintenant. Il n'y a pas que sur TV Liberté qu'on parle de l'or maintenant. Je blague un peu. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Bon. Mais il y a des aspects, de flux. Vous n'êtes pas sur la logique de Keynes, cette relique barbare. Un peu quand même. Cette relique, oui, parce que c'est le veau d'or qui est dans le désert et que les gens ont adoré dans le désert. Donc, bon, non, mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est l'utilité de l'or. Aujourd'hui, pourquoi l'or est remonté ? Parce qu'il y a un peu de stress sur les aspects monétaires. Oui. Et que les banques centrales ont acheté de l'or depuis un petit moment. Donc, vous avez des achats à peu près de 650 tonnes d'or l'année dernière. C'est vrai que c'est important, mais la totalité des banques centrales détiennent à peu près 15% de l'or global. Oui. Alors, ils sont passés de 10 à 15%. Quand vous dites global, vous pensez or monétaire ou tout le stock. C'est-à-dire que vous avez les bijoux, vous avez aussi tous les dérivés sur l'or, donc qui représentent une partie non négligeable aussi. Les titres vous avez sur l'or. Les dérivés... L'or papier Non, oui, on peut dire que c'est de l'or papier. C'est tous les dérivés qui ont été basés sur l'or. Et puis il y a les différentes parties d'or industriel et il y a aussi les banques centrales.
Donc aujourd'hui, quand on vous dit l'or, les banques centrales achètent massivement, c'est vrai qu'il y a eu des achats d'or, mais ce n'est pas pour ça que c'est une remise en cause de tout le système. Donc moi, je ne pense pas que l'or va sauver la planète monde. Pas du tout. Alors que là, même s'il y a des titres, par exemple, il y a des pays, la Russie a acheté de l'or, le Kazakhstan s'est mis à acheter de l'or cette année, la Turquie s'est mis à acheter de l'or, mais aujourd'hui, il y a aussi des choses contrariantes. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un pays qui, lui, aimerait bien faire passer un changement de réglementation, c'est l'Italie, puisque l'Italie détient à peu près 2450 en réserve d'or, et M. Salvini aimerait bien, plutôt que ça soit utile, il aimerait bien vendre son or pour arriver à faire en sorte que l'Italie se redresse et un petit peu est un peu moins dans les fourches codines de la communauté européenne. Le stock d'or italien ne représente que 19% de sa dette target, de la dette... Oui, mais quand vous regardez sur l'ensemble des pays, c'est quand même faible. Oui, le stock d'or et tout ne saurait recouvrir la totalité. Achetez des bijoux à votre épouse, achetez une pièce pour faire plaisir à vos petits-enfants, mais attention de ne pas leur donner le goût de l'or. L'or, ça ne rapporte rien et c'est fait pour déstresser les gens. Donc que vous ayez de l'or dans votre patrimoine, 2, 3, 5%, pour être de bonne humeur, allez-y. Mais c'est... D'accord. Donc vous n'êtes pas Aori Chakra Fames. Non, pas du tout. La réputation fantastique de l'or. Non, je pense qu'il faut... Les Romains étaient conscients d'ailleurs de cette réalité. Donc, un peu keynésien quand même de ce point de vue-là sur la relique barbare. Cela étant, vous savez quand même que ça a été un moyen d'équilibrer les balances commerciales. Oui, mais je pense qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là. Et je crois qu'il faut aussi regarder les monnaies. Donc, par exemple, le dollar, vous avez, donc, sur cette courbe-là, vous avez l'évocation du dollar sur les 20 dernières années, la parité euro-dollar, vous voyez très bien les variations qu'il y a eu. Et donc, je voulais mettre aussi l'or dessus, mais c'était un peu compliqué. Et donc, je crois qu'il faut aussi se dire, l'or, c'est un petit marché. Donc, ce n'est pas un gros marché par rapport à l'ensemble de la dette, donc des obligations d'État, c'est rien. Donc, il faut aussi se mettre par rapport au PIB global mondial, ce n'est pas grand-chose. Donc, arrêtons de parler de l'or et parlons des sociétés, parce que les sociétés, il y a des gens qui y travaillent, il y a des salariés, il y a des clients, et c'est quand même nettement plus constructif. Alors justement, la question que je vais vous poser naturellement, puisque vous voulez qu'on parle des sociétés, c'est les entreprises... font-elles encore des profits? Où en sont les profits? On a l'impression qu'avec la concurrence mondiale, ils étaient quelque peu rabotés en Europe et même aux États-Unis. Parce que, évidemment, il faut rémunérer les actionnaires, il faut rémunérer les salariés. Il paraît qu'on rémunère plus les actionnaires que les salariés. Vous me répondrez là-dessus. Où en sont les profits des entreprises? En fait, les sociétés bien gérées, on voit très bien que la progression des bénéfices est non négligeable depuis de longues périodes. Ce qui bouge toujours, c'est la prévision que vous avez en début d'année. Est-ce qu'il va y avoir une croissance des bénéfices? Alors, je raisonne un peu globalement. Est-ce qu'on va être avec une progression de 7, 8, 9, 10, 12% de la hausse des bénéfices? On va être à 8. Et ce qui est important, c'est la tendance qui se décide pendant toute l'année. Donc généralement, on part en début d'année de manière assez élevée. Et puis souvent... eh bien, la croissance des bénéfices, et du moins l'espérance de croissance baisse, et ça explique souvent un rééquilibrage par rapport aux anticipations qu'on avait sur les taux d'intérêt. Sur les taux, la progression des bénéfices. Donc, progression des bénéfices. Donc, on l'a vu en 2017, 2017, très belle année boursière, parce que les sociétés ont vraiment tenu sur l'ensemble de l'année des progressions de bénéfices qui étaient assez élevées. En 2018, un peu de déception, puis il y a eu aussi d'autres éléments, donc ça a un petit peu bougé les choses. Aujourd'hui, les sociétés continuent de pouvoir annoncer des progressions de bénéfices dans beaucoup de secteurs d'activité, et cette progression fait que les titres aujourd'hui, la valorisation n'est pas si chère que ça, parce qu'il y a un lien entre progression des bénéfices, anticipation de progression des bénéfices, cours des sociétés, et aussi valorisation. Donc, vous voulez dire qu'il est intéressant d'acheter sur le marché Alors, il ne faut pas se dire qu'il faut acheter aujourd'hui, il faut surtout acheter quand on a une vision longue du placement.
car ça ne sert à rien de chercher les points bas. Et ce qu'il faut, c'est se dire, j'achète une très belle société. On aura plusieurs exemples tout à l'heure. On achète une société parce qu'on ne l'a pas achetée pour 15 jours. Si vous faites de la spéculation à court terme, dans le mauvais sens du terme, ce n'est pas notre métier et nous, on ne bouge très peu, puisqu'on ferait vraiment de la vision longue d'achat sur les titres. Vous parliez de père de famille tout à l'heure. Le père de famille, il ne bouge pas ses actifs toutes les 2 minutes. Bien sûr. Donc, il ne fait pas d'opération dans la journée, il ne fait pas d'opération d'arbitrage tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il a une vision longue de son patrimoine et c'est ça la vision. Oui, mais c'est quelque chose qu'on entend peu, cela. Vous voyez, parce que la planète financière est toute faite de coups d'effet de levier, de coups de bourse, de hausse et de baisse, comme vous l'avez dit. Et finalement, il y a une autre logique qui est la vôtre. Et c'est pour ça que... C'est aussi la logique des chefs d'entreprise. Et nous, on va pas mal d'assemblées. On voit très bien dans cette période-là qui est la période des assemblées. Quand vous allez voir une société et que vous avez une réaffirmation de la croissance à long terme, des choix stratégiques, que les sociétés sont agiles en bougeant les périmètres quand il faut le faire, quand ils s'adaptent au marché. Je donnerai un exemple. Je suis allé récemment à une société qui peut représenter, oui, le flottant est faible sur le marché, c'est Fromagerie Belle. Oui. Bon, Fromagerie Belle, c'est une société qui est en train de se transformer et ils ont compris que le marché de leur fromage. C'est tout à fait la vache qui rit. C'est la vache qui rit, sauf que dans certaines zones, c'est un peu plus compliqué, sauf qu'ils arrivent à faire un travail important de restructuration. Évidemment, ça passe toujours par quelques licenciements au départ, et puis après, la machine se remet en route, et puis ils veulent être un des rois du snacking dans le monde. Donc, d'acheter des compotes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des évolutions. Il y avait des évolutions dans le marché. Les Vosgiens, les solides Vosgiens qui avaient fondé l'entreprise ne reconnaîtraient sans doute pas l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Écoutez, le plus important, c'est que c'est une société c'est une très belle société, comme beaucoup de sociétés. Donc, on a la chance de pouvoir investir pas mal en France sur des sociétés internationales, des sociétés familiales, et c'est ça qui est important. Alors, nous allons faire une deuxième pause, et après, nous allons envisager quand même le risque, puisque le risque est inhérent à votre profession, le risque de récession, parce qu'on entend parler de récession autour de nous, et on évoquera aussi d'autres aspects, puisqu'on vient de clore les déclarations d'impôts. Alors, j'imagine que vous aidez vos clients. Oui, on va en parler. Vous faites de l'optimisation fiscale? Non, surtout pas. Surtout ça pas. Ne sert à rien, et c'est toujours défavorable pour les clients. Voilà, et bien nous y répondrons dans la partie suivante. Alors, avec Éric Doutrepente, président de la financière Tiepolo, nous posions la question d'une probabilité de récession. Vous fournissez à nos téléspectateurs une courbe qui montre que celle-ci n'est pas d'évidence, contrairement à ce que d'autres disent. Alors, c'est toujours la même chose. Quand les marchés baissent, on dit que les marchés vont continuer de baisser. Et donc aujourd'hui, comme on a la guerre commerciale, le Brexit, plein d'éléments, des aspects géopolitiques, quand même. Voilà, les inquiétudes sur l'Italie, les aspects aussi de la montée, entre guillemets, des populismes en Europe. Donc il y a par exemple des investisseurs moyen-orientaux qui veulent plus mettre trop d'argent sur l'Europe, semble-t-il, à cause des aspects politiques. Bon, tout ça, ça veut dire que certains qui mettent leurs lunettes noires pensent à une récession. Aujourd'hui, on a des probabilités de récession qui sont les mêmes qu'il y a 6 mois ou 9 mois, sauf qu'il y a toujours des éléments qui sont mis en exergue pour ce sujet-là. Ce qui est important, c'est que dans un cas s'il y avait une récession,
il y a toujours des sociétés qui s'en sortent bien. Voilà. Donc c'est le choix des sociétés qui fait vraiment Et votre travail est un travail aussi de sécurisation, en quelque sorte, des portefeuilles le plus possible, autant que je puisse en juger, non? Vous ne pouvez pas faire de la sécurisation. Si vous êtes en sécurité, vous achetez des obligations qui ne rapportent rien. Rien du tout, pas du tout de sécurité. Ce n'est pas la sécurité. Ce qui est important, c'est la sécurité de vos titres, parce que vous êtes déposé dans une banque, donc vos titres sont déposés. Oui. Votre cash aussi est en sécurité. Alors comment dire? Mais défensive peut-être? Non, même pas défensive. Non, ça dépend d'abord du client. Oui, mais si on fait sûr. de la gestion discrétionnaire à long terme, comme je le fais pour moi et pour l'essentiel des clients, c'est de la gestion longue en action et sans s'occuper de... Donc c'est vraiment récession, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, il faut regarder ce sujet-là. Mais le plus important, c'est toujours le choix des titres. Et puis, il faut aussi tenir compte aussi de l'environnement patrimonial et fiscal. D'accord. Alors, vous avez... j'ai évoqué le problème de l'impôt. L'impôt immobilier est fort, il est important. Vous avez conseillé vos clients, évidemment, on connaît bien nos clients. On demande à nos clients souvent donc on essaye d'avoir au maximum leur déclaration d'impôt sur le revenu édifie. On peut très bien les regarder avec eux, les enrichir. Il y a toujours des petites subtilités. On connaît bien. Régie à optimisation. Vous m'avez dit, nous ne faisons pas d'optimisation fiscale. Non, on n'utilise pas, mais par exemple, quand vous avez des dons, il ne faut pas hésiter à les faire. Quand vous avez une femme de ménage, il ne faut pas oublier de la déclarer. Quand vous avez des droits de garde, il ne faut pas oublier de la mettre dans la casse CA, alors que beaucoup d'intermédiaires ne l'indiquent pas. Donc c'est simplement cela. Après, il y a aussi, quand vous faites du foncier, vous avez oublié les primes d'assurance, vous avez oublié... donc il y a toujours plein de petites choses à regarder. Mais l'essentiel de notre action, c'est vraiment de suivre le client. Et on s'aperçoit que dans la réforme... Alors malheureusement, ça s'est complexifié. La déclaration de cette année était encore pire que les autres années. Donc je ne comprends pas ce que fait... Alors il n'existe peut-être plus, mais ce ministère de la simplification... Oui, il existe. En effet, c'était un secrétariat d'État seulement. Bon, et ça avait commencé avec Raymond Barre. Bon, c'est affligeant de voir la complication et la complexité des déclarations. Mais... Après, l'immobilier est vraiment le seul actif qui est dans l'IFI aujourd'hui. Et il y a aussi des éléments... Donc je reviens un petit peu sur l'immobilier, puisqu'on parle d'IFI. Il est quand même très curieux de voir qu'en 1960, vous aviez à peu près 10%, donc je parle dans les grandes villes, aux États-Unis, au Japon et en Europe, 10% de la population qui vivait seule dans un appartement. D'accord. Aujourd'hui, c'est 40% de la population qui vit seule. Donc ça a aussi des influences sur la surface des appartements, sur le nombre d'appartements. Donc il y a quand même des changements liés à l'immobilier. Donc c'est peut-être un sujet qu'on évoquera un autre jour. Mais c'est intéressant, oui, parce que ça renvoie aussi à la démographie, ça renvoie aux mœurs, aux choix. Il y a plein de choses qui peuvent... Mais un détail sur l'impôt, par exemple. Je raconte à nos téléspectateurs, et je vous le raconte parce que c'est tout à fait exemplaire. Je suis en micro-entreprise pour des panneaux solaires. Eh bien, pour trouver le formulaire où je dois déclarer ce que me rapportent les panneaux solaires, j'ai fini par... il y a le seul exemplaire tant Serfam. J'ai fini par appeler le service et le type m'a dit, écoutez, il a avoué qu'il ne savait pas. Non, mais c'est de plus en plus complexe. Il a avoué qu'il ne savait pas. Et alors, on a travaillé ensemble tous les deux. Hein, il était payé pour ça, pas moi. Je veux payer pour ça. Il fallait nous appeler, je vous l'aurais dit. Voilà. Mais c'est significatif, si vous voulez. Les malheureux ne savent pas... non, mais il y a de plus en plus de cases, et donc je crois qu'il y a vraiment une simplification fiscale, mais à force d'en parler, on continue de compliquer les choses. Bon, c'est un véritable chantier. C'est un détail. Oui, mais c'est un véritable chantier. C'est un énorme chantier auquel il faudrait s'attaquer. Une autre m'avait dit d'ailleurs, parce qu'on m'imputait des impôts fonciers pour un appartement qui avait été vendu par mes parents, je lui ai dit, mais madame, ça fait 2 ans que l'appartement, il y a eu la succession, il y a eu tout ça. Mais c'est parce que les systèmes informatiques ne sont pas totalement connectés. Ah oui, mais attention, nous manquons de personnel. Ça va changer. Elle me dit, nous manquons de personnel. Je lui dis, mais chère madame, écoutez, j'ai une solution très très simple. Bon, je la propose à nos téléspectateurs. Diminuez le volume des impôts et vous aurez moins besoin de gens pour les collecter. Ça ne lui a pas plu. Bon, tout ceci est très anecdotique, et vous me pardonnerez, mais comme votre discipline est un peu austère aussi, il faut mettre un petit peu de gaieté dans tout cela. Alors, les droits de succession. Là. Malheureusement, en France, on est le pays d'Europe le plus taxé. Voilà. Malheureusement, sous le gouvernement
Sarkozy, les taux ont augmenté, même s'il y avait eu des bonnes réformes sur les abattements. Mais c'est vraiment un sujet important et il y a des rumeurs d'augmentation des droits de succession. Ça serait complètement fou de le faire alors qu'il y a des pays où il n'y a pas de droit de succession. Donc je schématise, le Portugal, c'est pour ça que les gens vont au Portugal. L'Italie, on arrive avec des taux, vous êtes à plus d'1 million d'euros, grosso modo de 3-4%. Oui. Donc il y a d'autres pays. Mais c'est vraiment... Je pense qu'on pourra révoquer ces aspects fiscaux et de politique fiscale par rapport au placement. Mais ça serait bien que ça change. Mais pourquoi est-ce que la France a choisi de taxer les droits de succession, taxer les successions, pardon? Parce que c'est l'héritage français. Oui, je crois que c'est une question. Pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Oui. Mais il faudrait que ça change. Je crois. La Chambre des notaires... malgré leurs intérêts, à pousser cela, et d'autres gens essayent de faire en sorte que... En plus, il y a beaucoup d'argent qui est bloqué à cause de cela. Oui. Donc, et puis, il y a beaucoup de gens qui partent. Moi, je suis très étonné de voir dans nos clients, il y a 25 ans, j'avais très peu d'enfants de mes clients qui partaient à l'étranger. Aujourd'hui, il y a énormément de mes clients qui sont déjà partis, qui sont à Shanghai, qui sont à Londres, qui sont en Birmanie. Et c'est vraiment un fait de société. Et donc ça, c'est parce que les gens aussi se disent, mais mes parents sont trop taxés, la succession de mes parents, j'aurais trop de taxes. Et donc, l'ambiance... Donc là, ce serait vraiment... Donc, c'est vraiment bien. La flat tax a été une bonne chose, les 30% a été une bonne chose, mais il ne faut surtout pas augmenter la succession, il faut aller baisser. Oui, mais toujours dans le genre anecdotique, j'étais à un dîner où il y avait pas mal de monde, j'étais le seul qui n'avait pas une résidence au Sénégal. Au Portugal, excusez-moi. Tout le monde dans l'assistance... Oui, il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode qui jouent, certainement. Bon, mais quand même, c'est quand même un petit peu inquiétant tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est baisser les frais de succession. Je crois que nous n'en prenons pas le chemin. Et aussi que les abattements des 100 000 euros tous les 15 ans, qui étaient montés à 150 000 euros un petit moment, pendant 2 ans, grâce à Sarkozy, et donc c'était 150 000 euros tous les 10 ans, mais ça en est reparti dans l'autre sens, donc c'est vraiment... Ouais. Après, il faut aussi être bien conseillé, il y a les droits de succession, il faut faire des simulations de droits de succession. Quand on voit un client, il ne faut pas attendre qu'il soit mort pour faire une simulation de droits. Il faut mêler les abattements liés aux successions avec les abattements liés à l'assurance vie. Donc ça demande un véritable travail de fond qu'il faut faire avec un gérant privé comme nous. Et c'est ce que vous faites. Voilà. Vous faites concurrence aux experts comptables? Non, parce que les experts comptables ne font pas tellement de simulation de droits de succession. Un expert comptable, il fait de la comptabilité. C'est les notaires qui devraient essentiellement faire ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de clients qui font des achats, des ventes immobilières, et le notaire ne fait que ça, alors que ça serait idéal qu'il fasse aussi du conseil sur la partie donation, succession, mandat de protection future, testament. Il y a plein de choses à faire. Oui, je vois. Simplement... on nous parle beaucoup d'Europe, mais là, en l'occurrence, la France fait à rebours de ce que fait l'Europe. Vous parlez de... C'est pour les droits de succession. Sur les droits de succession, on est complètement en retard, mais j'espère que ça changera. Oui, parce qu'on a eu souvent tendance en Europe à s'aligner sur le modèle français aussi. En matière fiscale, c'est peut-être pas l'idéal. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Bon, ne soyons pas pessimistes. Non. Bon, alors, maintenant, vous avez en portefeuille, en gestion financière, des pépites. On essaye. Vous essayez? Oui. Bon. Alors, puisque vous n'avez pas porté beaucoup d'attention alors, nous allons parler des pépites économiques, des pépites d'entreprise. Quels sont les principaux domaines de pépites dans lesquels on peut trouver de belles entreprises? D'abord, on peut trouver de belles entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité, mais nous achetons que des secteurs d'activité que nous comprenons. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, sur cette courbe, vous avez le secteur de la sécurité. Le secteur de la sécurité, vous avez un titre comme Acta Record où il y a une société suisse, donc ça permettait aussi de diversifier. Regardez la performance sur longue période. Elle est belle, nos téléspectateurs peuvent la voir, en effet. Alors attention, c'était une valeur avec un marché qui était plutôt une valeur moyenne, avec un marché qui n'était pas très, très important. C'était aussi un marché de bloc, mais regardez les performances sur longue période. Donc le secteur de la sécurité, c'est un secteur, et en dessous,
Vous avez une autre société, Somfy, qui fait des volets roulants, des moteurs tubulaires pour volets roulants, qui fait aussi de la domotique. Et donc c'est une société, même si la performance n'est pas aussi extraordinaire que Acta Record, la performance par rapport au CAC 40 est très élevée. Oui, le Stoxx Europe, l'indice européen, là, est d'une platitude c'est un bon exemple de société bien gérée. Alors oui, mais la sécurité, on vous dira que c'est justement parce que nous avons de l'insécurité qu'il y a... Oui, mais ça a toujours été tout le temps. Donc il y a le secteur de la sécurité qui est intéressant sur longue période. Le vieillissement fait partie de vos pépites. Le vieillissement, c'est lié à la société dans laquelle nous sommes. Oui. Donc il y a des valeurs simples à comprendre et qui sont très bien gérées. On a sur cette courbe concernant le vieillissement, vous avez deux sociétés. Une société Orpea, qui est une société très très bien gérée. Alors, Monsieur Marian, lui, a commencé à une période qui n'était pas facile. Il a eu beaucoup de stress, sûrement, dans les années 80-90. Mais c'est une très belle réussite depuis longtemps. Donc, ce sont des maisons de retraite et des maisons médicalisées. C'est une société française, mais qui a aussi des implantations en Europe et une société de forte croissance. Mais attention, Orpea, donc c'est important, on est en train de montrer des courbes. Il y a des variations non négligeables. Sur Orpea, on a fait grosso modo 125 € au plus haut en 2017. Et puis, on est passé à 85 ou 87 au plus bas en 2018. Et c'est une valeur qui est un tout petit peu sensible quand il y a des taux d'intérêt qui montent un petit peu. Donc, et alors que l'autre valeur, Korian, vous voyez très bien que c'est très plat, sauf qu'on commence à s'y intéresser depuis quelque temps, parce qu'il y a une nouvelle équipe de direction. Et là, c'était un dossier compliqué depuis très longtemps, donc sur lequel on n'était pas, mais on commence à diversifier nos investissements sur cette partie vieillissement. Il y a Orpea et Korian. Et vous voyez, parce qu'une des cotes non négligeable de 40%. Mais le changement de direction à Korian est dû à une OPA, non? Pas du tout. C'est vraiment lié à... C'est une société qui était moyennement bien gérée, donc qui ne nous intéressait pas à cause de ça, parce que ce sont toujours les hommes qui font la valeur des sociétés. Donc c'est important, c'est de suivre les sociétés sur une longue période, et à un moment donné, c'est de dire, tiens, cette société-là, ça y est, on attendait un changement, on attend que le changement se fasse, et on attend un peu de temps avant d'acheter. Donc c'est important, c'est un exemple. Alors ça, c'est l'or gris, n'est-ce pas? Oui. Bon, vous voyez, nous revenons à l'or. Bon, mais simplement, il est gris. Bon, allez. Blanc. Le pain et les jeux dans vos pépites. Écoutez, c'est un thème... D'abord, c'est un thème où on s'aperçoit... regardez sur cette courbe-là, on voit très bien Compagnie des Alpes. Oui, je me souviens, vous aviez évoqué... La Compagnie des Alpes, c'est la moitié, grosso modo, c'est des stations de sport d'hiver très bien situées en altitude haute en France. Et puis, c'est la moitié... L'autre partie, c'est des centres de loisirs. Donc c'est une société qui est très bien gérée depuis plusieurs années. Et donc c'est vraiment un investissement long terme. Et on s'aperçoit que par rapport à Pierre et Vacances, Pierre et Vacances c'est plus compliqué, donc on préfère vraiment Compagnie des Alpes. Pierre et Vacances, marche pas si mal non plus. Enfin oui, il y a une... Non. C'est vraiment plus compliqué. Oui. Jusqu'aux années 2007-2008, c'était mieux. Oui, mais ce qui est important, c'est... Et on les a pris depuis plusieurs années, la Compagnie des Alpes. On ne les a pas depuis 15 ans. Alors, il y a encore d'autres domaines, par exemple l'énergie. Oui, alors l'énergie, on a sur ce graphe-là, on a la société Ruby. Oui. Donc Ruby, c'est une société de forte croissance, qui a décroché depuis 2 ans. Par rapport à Total, c'est quand même plus performant. Voilà, alors après, il faut aussi... ne pas oublier qu'il y a du dividende un peu sur Total, donc c'est ça qui sauve. Mais vous voyez que sur une valeur du CAC 40 comme Total, qui est quand même une part importante du CAC 40, il faut mieux acheter des sociétés bien gérées, même si c'est une société en commandite. Donc c'est le petit bémol sur ce dossier-là, mais c'est pas grave. Donc c'est une société qui est française, qui fait du stockage de produits pétroliers et autres produits, qui fait aussi de la distribution dans certaines zones, et regardez sur longue période. Ce qui est tout important, c'est que sur toutes ces courbes, vous avez une vision longue. Vous êtes un homme patient, au fond. Il faut être patient. Il faut être patient. C'est pour ça que moi, je préfère la macroéconomie, parce que je suis un impatient. Vous avez tort. Donc, vous faites pas de la gestion en bon père de famille. Prendre cette expression qui n'existe plus en droit français, je vous le rappelle. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, le président de la République, n'étant pas père de famille, il ne fait pas de la gestion de père de famille. Ça,
J'espère qu'il s'occupe quand même de sa famille. Bien, alors, laissons cela. Et alors, dans les pépites, on va terminer sur une pépite. Il y en a deux qui sont dans l'air du temps, c'est le bio et le luxe. Alors le bio, c'est un marché qui est très intéressant. Il y a des grosses opérations financières qui ont eu lieu dans le monde entier sur ce secteur. Là, on est sur un titre comme Vesanen, qui est une déception pour nous, car on était gros porteurs. Nous sommes gros porteurs de Vesanen. Ouais. Et là, il y a une OPA qui se fait parce que la croissance a été un petit peu ralentie. Résultat, le titre a fortement baissé en 2018. On est passé de grosso modo 18 à 7,5 au plus bas. Donc vous voyez, il peut y avoir des fortes baisses. C'est important qu'il faut toujours avoir une vision longue sur ces investissements. Et là, PAI, donc, qui est un fonds, fait une OPA et essaye de racheter ce titre-là aux actionnaires minoritaires dans une période qui est une période intermédiaire. Donc on espère que l'opération... L'OPA ne sera pas une réussite et qu'ils ne pourront pas sortir le titre de la cote. Et résultat, quand vous laissez un titre coté, on va accompagner la hausse future de Vesanen. Vesanen, c'est la marque Bjorg et Bonne Terre, pour ceux qui suivent. Voilà. C'est ça, voilà. J'allais vous le dire, je voulais le demander. Et alors, nous avons aussi le luxe. Alors là, le luxe, quand je vous ai reçu la dernière fois, le luxe, ça n'allait pas très bien. Le luxe avait été un peu chahuté à cause des aspects chinois. Et à cause, on pensait que la Chine allait s'effondrer. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, on pensait aussi que tous les Chinois achetaient leurs sacs Vuitton ou Hermès à crédit, que tout ça. Donc, c'est vraiment... Il y a toujours des effets. Ce qui est important, c'est que le luxe, sur longue période, fonctionne très bien. On a la chance d'avoir en France les leaders mondiaux du luxe. LVMH, LVMH ou Christian Dior, parce qu'il y a déjà une opération sur Christian Dior, on était très gros porteurs de Christian Dior, on a du Christian Dior encore et un peu de LVMH. Et du LVMH, c'est une vision à long terme sur des secteurs où vous avez aussi bien de la maroquinerie, du champagne, des montres, et on a l'ensemble de la panoplie du luxe. Donc c'est plus diversifié qu'un titre comme Hermès, c'est pour ça que nous préférons LVMH. Et puis vous avez aussi le secteur de la beauté, avec L'Oréal, et vous voyez très bien les différences. Donc, ce qui est important, ce sont des pépites à long terme. Surtout, n'achetez pas des titres comme ça, parce que la financière Tipolo vous a parlé de titres. Ce qui est important, c'est une illustration des investissements qu'il faut faire sur longue période, mais surtout pas de spéculation à court terme. Et surtout, je rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances du futur. Et ce qui est important, c'est de faire ça en équipe. C'est pour ça que nous travaillons avec plusieurs analystes financiers en interne et aussi en externe. On travaille en équipe. Vous faites appel à des consultants extérieurs aussi. Et si vous venez chez Tipolo, vous verrez que votre serviteur, je suis dans la même pièce que les 15 personnes qui travaillent, qui réfléchissent pour la partie investissement, aussi bien gestion privée, gestion collective et analyse financière, et suivi des marchés. Donc ça permet d'optimiser et dans l'intérêt des clients. Voilà, notre obsession, c'est simplifier la vie du client, l'aider, lui permettre de transmettre, de ne pas lui dire, il faut aussi donner. Donc, alors justement, vous parlez de dons. J'ai lu un communiqué dans lequel vous annonciez que vous étiez prêt à financer la reconstruction de Notre-Dame. Alors, financer, nous avons... Nous avons décidé le matin même, d'envoyer un mail à tous nos clients en disant, écoutez, on vous prévient, il y aura une partie des frais de gestion de cette année qui sera là pour aider la reconstruction de Notre-Dame. Alors maintenant, est-ce qu'il faut le donner à la fondation ceci, à la fondation cela? Attendons d'avoir les projets et puis on le fera en fin d'année. De manière, les frais de gestion, on verra ça sur l'ensemble de l'année 2019. Et le plus important, c'est de s'entraider, parce qu'un homme seul est un homme mort. Et il faut vraiment vivre en équipe. Et donc, nous ne jouons pas en solo. Nous, vraiment, on s'occupe d'une famille, d'un client. Et quand on a reçu quelque chose, le transmettre le plus parfaitement possible, mais d'une manière la plus équilibrée possible. Mais je crois savoir que vous êtes la seule entreprise de votre catégorie à avoir... Alors je n'ai pas eu les annonces des uns et des autres, mais on a réagi rapidement et on a vu très bien que nos clients, aussi nos prospects et certains confrères étaient heureux de voir qu'il n'y avait pas que des grosses entreprises du luxe qui s'étaient remuées. Il y avait aussi beaucoup de petites sociétés et beaucoup de personnes individuelles. Et c'est très bien que cela remue les Français et que les gens n'oublient pas leurs racines. C'est très important. Donc n'oublions pas nos racines et
Et comme ça, regardons vers le ciel et nous aurons tout ça au centuple là-haut. Ah. Merci Éric d'Outrebandt. Vous nous avez dispensé aussi des conseils qui sont précieux dans la période actuelle où, en effet, comme vous l'avez dit, c'est une période de stress et d'inquiétude. Vous faites entendre une musique différente. Il fallait qu'elle fût entendue. Merci. Je vous remercie. Merci bien. Et je remercie tous nos téléspectateurs à qui je dis à très bientôt pour de nouvelles explorations du domaine de l'économie.